Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 10e journée du top 14, une journée ponctuée par les doublons. On commence tout de suite avec le premier match de samedi dernier, à savoir Toulon-Bayonne. Bon, clairement, dans ce match, Toulon est parti à 2000. Ils ont eu une volonté d'écarter les ballons le plus vite possible, et notamment d'aller toucher le couloir de Gaël Dréan qui était en feu. D'ailleurs, sur son premier essai, on a une très belle construction, avec d'abord une touche prise à deux mains, on écarte avec une cellule à peu près au niveau du milieu du terrain, inversion avec une deuxième cellule d'avant et tous les gros qui étaient consommés dans la touche, et après on joue parfaitement avec Hervé qui fait une magnifique passe sur le pas et qui donne à Dréan qui arrive tranchant et qui marque le premier essai des siens. Et du coup sur ces 20 premières minutes, on va dire que la défense de Bayonne était un petit peu à l'ouest. Bon après ils se sont bien repris et à la mi-temps, je crois qu'ils tournent à 16-10 ou quelque chose comme ça, ce qui fait qu'ils étaient pas très loin finalement. D'ailleurs on a un gros temps fort des Bayonnais du coup à partir de la 30e on va dire et qui se termine aux alentours de la 45e minute et qui est stoppé par cette interception de Smiley. Et pour moi c'est clairement le tournant du match puisque après cette interception, les Bayonnais ne vont pas arriver à se relever et recoller pleinement au score. Ils vont même finir par subir grandement les assauts toulonnais et commencer à craquer et laisser le bonus offensif aux Varois. Passons maintenant au multi-rugby. Le premier match dont je vais parler, c'est Lyon qui recevait Clermont. Bon, je trouve que dans l'ensemble, c'était un match accroché, évidemment, mais Clermont fournit une prestation plutôt solide. Au niveau de la défense, il n'y a pas eu tant de craquage que ça, à part sur les deux essais de Couillou, et c'était peut-être le seul Lyonnais qui arrivait à percer véritablement la défense des Clermontois. Sinon, globalement, on a vu une solidarité défensive, et même une solidarité tout court, qu'on n'avait pas vu à Clermont sur l'ensemble des déplacements depuis le début de la saison. C'est la première victoire à l'extérieur, mais au-delà de ça, ils avaient pris énormément de branlées. Et là où ils ont fait un vraiment bon match, c'était qu'en première mi-temps, ils ont été contre le vent, et malgré tout, ils tournent à 17-10 à la mi-temps. Parce que leur paquet d'avant était peut-être plus dominant, les deux premiers essais marqués viennent après groupé pénétrant. Le Loup, de son côté, un peu comme d'habitude, c'est une équipe qui veut jouer, et parfois, elle surjoue. Et là, ça a été un peu le cas, même si bon, sur les essais de Couillou et le dernier essai du Mortier, c'était le bon choix à faire. Globalement, je trouvais que prendre les points aurait été peut-être plus judicieux sur certaines situations. Notamment en seconde période, quand le Loup avait un petit peu recollé au score. Et c'est dommage, parce que du coup, avec cette philosophie-là, il manque un bonus défensif qui aurait été clairement crucial dans la lutte pour le maintien. Deux autres équipes qui jouent le maintien, c'est Montpellier et Pau. Bon, là, c'était un match, on va dire, sans grandes envolées, où le MHR retrouve un petit peu des couleurs. Ils ont fait un match vraiment intéressant, j'ai trouvé. Alors, il n'y a pas eu énormément de jeux déployés, mais tout ce qu'ils ont fait, en fait, ils l'ont fait à fond, et d'un point de vue de l'engagement, franchement, il n'y avait rien à dire. La section paloise, elle, franchement, elle inquiète vraiment. Et je trouve qu'elle a limite moins de certitude que Vannes, par exemple, qui est dernier. Sur ce match, elle avait jamais le ballon, et quand elle l'avait, franchement, ils savaient pas trop quoi en faire, quoi. Ils étaient un petit peu perdus. Il n'y a eu aucun franchissement net sur cette rencontre. Leur seule vraie action d'essai, c'est sur une touche jouée à 3 minutes de la fin, rapidement par Dobania, et qui donne un essai de Doradou, mais bon, qui est pas valable. C'est vraiment la seule action positive, entre guillemets, de ce match. Donc Pau est en plein doute, et je trouve que les joueurs n'en ont pleinement pas conscience de leur place au classement et du fait que là, ils sont assez loin des ambitions qu'ils s'étaient fixées. J'ai notamment en tête la dernière action du match. Pau, on est après la 81e, et Pau décide de jouer le ballon, tente des chistérages, notamment Laporte qui tente une chistéra et qui rend le ballon à Montpellier, et au final, quelques temps de jeu après, ça donne essai du bonus offensif pour Montpellier. Et pourquoi avoir joué, sachant que le match était plié, même s'il marquait un essai, franchement, ça aurait rien changé. Et là, du coup, tu laisses un point de bonus à un adversaire direct, c'est juste catastrophique en termes de stratégie. Et c'est pas la première fois que Pau fait ça, et là, ça commence à être vraiment inquiétant. Le troisième match de ce multi, c'était encore une équipe qui joue le maintien, c'est l'USAP qui se déplaçait chez le leader à Toulouse. Bon, clairement, c'est un match accroché, mais on a vu qu'il y avait un plus fort et un plus faible. Au niveau de l'engagement, on peut pas reprocher grand-chose à Perpignan, même si, le carton rouge de Fakatika a grandement compliqué les choses. Parce que du coup, Toulouse avait de plus en plus la main sur le ballon, infligé des séquences sans vraiment pleinement jouer, parce que Toulouse, avec une équipe un peu remaniée, était en manque de repères, j'ai trouvé. Mais à force de jouer à 14, Perpignan craque et c'est tout à fait logique. Et c'est dommage parce qu'à la mi-temps, il y avait 12-9, donc ils étaient pleinement dans le match. Mais bon, à force, notamment en mêlée ou après la sortie de Fakatika pour carton rouge, ils ont commencé à subir alors qu'ils ont dominé toute la première mi-temps. Mais là, après, il y avait plus grand-chose qui allait. Le dernier match de ce multi-rugby, c'était Castres qui recevait La Rochelle. Bon, la première mi-temps, elle est totalement à l'avantage du CO. Franchement, il déploie un jeu magnifique, je trouve. Donc, il y a un parfait lien entre les trois quarts avant. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est vraiment mon équipe coup de cœur depuis le début de la saison, le CO. La défense aussi était très bonne, puisqu'ils encaissent, je crois, que 3 points ou 6 points d'Antoine Astoy, mais aucun essai.
Surtout qu'en plus on avait l'impression que les Rochelais, dès qu'ils avaient le ballon, bah, ils se faisaient des passes pour faire des passes. Il n'y avait aucun joueur qui essayait d'attaquer pleinement la ligne pour briquer la défense, ou alors c'est juste qu'ils n'y arrivaient pas parce que la défense de Castres était trop solide. Mais bon, malheureusement pour Castres, en deuxième mi-temps, La Rochelle s'est remis un peu la tête à l'endroit. Parce qu'il faut pas oublier quand même que La Rochelle avait une équipe très remaniée, notamment devant. Mais malgré tout, avec cette équipe avec pas mal de jeunes, La Rochelle a porté beaucoup plus le ballon, notamment une belle séquence d'entrée de jeu en seconde mi-temps, et qui amène à l'essai de Seteni. Malheureusement pour les Rochelais, même s'ils ont réussi à revenir au score, ils ont fait beaucoup trop d'en avant sur cette rencontre pour pouvoir espérer quelque chose. Et c'est dommage parce que ça venait vraiment gâcher des occasions, ou en tout cas des bonnes avancées de la part de l'équipe. Surtout qu'en plus, Castres a joué à se faire peur, en laissant revenir les Rochelais à 4 points, et donc dans les clous du bonus défensif, et pourquoi pas de la victoire s'ils marquaient. Et malheureusement pour les Rochelais, ça ne s'est pas passé comme ça. Il reste néanmoins un bonus défensif dans la poche, sachant qu'avec la première temps qu'ils ont fait, ils peuvent s'estimer heureux. Enfin, parlons du dernier match de samedi, à savoir ce match complètement fou et incompréhensible entre Vannes et l'Union Bordeaux-Bègles. Bon, je pense que le scénario vous le connaissez tous, ça a pas mal fait parler, notamment en après-match avec certaines déclarations de Spitzer entre autres. Mais bon, je vais quand même revenir dessus rapidement. Bon, le niveau de jeu de l'UBB était catastrophique en première mi-temps, j'ai l'impression que c'était des joueurs qui n'avaient pas envie, qui étaient hyper mous, et à l'inverse, on avait une équipe vantaise qui a tout donné dès le début pour marquer un maximum de points. Résultat 29-0 et on va dire limite à la mi-temps, même si un essai de Tapway, c'est comme s'il y avait eu 29-0 à la mi-temps. Et Vannes domine largement l'UBB. Surtout qu'en plus, Vannes a commencé à se permettre des petits gestes avec pas mal de offload et de Chistera, notamment de Rayassi, l'Aurélie. On voyait une équipe bretonne en confiance. Mais malheureusement pour le club breton, le problème c'est que Vannes n'a pas une équipe assez solide pour tenir 80 minutes. En plus, elle allait jouer le deuxième du championnat, donc forcément il y avait de l'adversité en face. Et dès que l'UBB s'est remis la tête à l'endroit, Vannes n'arrivait pas à mettre l'intensité qu'ils avaient mis en première mi-temps. Et donc l'UBB a pu enchaîner les points, les essais. Je crois qu'au final il marque 5 essais, donc 4 en seconde mi-temps. Ça prouve bien que la défense bretonne a été aux abois. Et évidemment, je vais parler des cartons. Ça a fait pas mal parler, notamment par Jean-Noël Spitzer, le manager de Vannes. Et je suis désolé, mais pour moi, les deux, ils sont. Paul Surano, bah là, franchement, il aurait dû se baisser, il le prend à la gorge, donc c'est carton jaune, parce qu'effectivement, Huberti fait un crochet interne, donc il peut être pris à contre-pied. Rouge, ça me ressemblait vraiment sévère. Et pour celui de Sailly, bah là, pour le coup, c'était limite rouge. C'est un tête-tête. Alors oui, Mathieu fait un semblant d'appui, mais globalement, Sailly, s'il le prend là, bah il y a rien à dire, et il lui fait un plaquage offensif juste monstrueux. Et comme c'était le dernier défenseur, c'est normal que ce soit un essai pénalité, et je comprends pas les gens qui râlent dessus, parce qu'honnêtement, l'arbitre a pris la meilleure décision. Et franchement, j'étais un peu déçu de Jean-Noël Spitzer, parce que c'est un manager que j'aime beaucoup, mais là, sa déclaration, elle est pas bonne, et ça tourne limite vers le complotisme. En tout cas, j'espère que les Vantais vont pas trop s'attarder sur ce match qui peut être, mine de rien, pesant dans les têtes pour le reste de la saison. Là, faut qu'ils basculent, et je crois qu'ils vont à La Rochelle la semaine prochaine, donc ça va être un peu compliqué. Et enfin, le dernier match, c'était le derby parisien, à savoir le Stade Français qui recevait le Racing. Et donc j'ai une question à la suite de ce match. Est-ce qu'on a le retour d'un Stade Français conquérant et l'arrivée d'un Stade Français joueur? Franchement, sur ce qu'on a vu sur le match de dimanche, c'est pas impossible. C'est le premier match où les trois quarts du Stade Français se régalent pleinement. Je crois qu'il y a quasiment aucun essai d'avant, si peut-être Van der Merch, mais c'est tout. Après tout le reste, c'est des trois quarts qui les ont marqués. Surtout qu'on a enfin vu une charnière très joueuse et très complémentaire, avec Brad Weber et Louis Carbonel, qui se sont parfaitement entendus tout le match, et c'était agréable de voir que ces deux joueurs arrivent à trouver un niveau, notamment pour Louis Carbonel qui a été pas mal décrié depuis quelques saisons. Au côté Racing, il y avait une bonne dynamique là sur les 3-4 derniers matchs, mais là, vu la performance de dimanche, ou plutôt la contre-performance de dimanche, il va falloir commencer à se reposer des questions. Parce que là, honnêtement, il y avait quasiment rien. Il n'y a rien qui a été produit si on enlève ce dernier quart d'heure. Et j'ai l'impression qu'on a de nouveau le retour d'une équipe sans âme. C'est un peu l'image qu'on a du Racing malheureusement en ce moment. C'est une équipe qui a pas trop d'âme, un peu plus commerciale que les autres équipes. Et là, j'ai l'impression d'avoir vu cette équipe-là plutôt qu'une équipe accrocheuse comme sur le terrain de Pau. Et bon, certes, il y a un réveil dans les 20 dernières minutes, mais c'est surtout dû aussi un peu à un relâchement du Stade Français qui devait être un peu cuit. Et le Stade Français qui commettait de plus en plus d'erreurs, il y a notamment le carton rouge de Van der Merch. C'est plus lié à ça plutôt qu'à une domination suprême de la part du Racing. Enfin bref, maintenant passons au top et au flop. En top, je vais rester sur ce match avec Romain Briat. Le troisième ligne a été de tous les bons coups du Stade Français. Sur les premiers essais, je crois qu'à chaque fois, il a porté le ballon, il a avancé. Dans le combat, il a été, on va dire, le casse-couille de service, c'est-à-dire que franchement, il était toujours là pour embêter le neuf et
combattre dans les rucks, et c'est hyper important d'avoir ce genre de joueur. Il a fait un énorme match. Ensuite, je vais partir à Montpellier avec Léo Colli. Franchement, je pense que c'est peut-être son meilleur match depuis le début de la saison, et surtout, ça me fait plaisir de voir que ce joueur reprend de la confiance, parce que là, il en avait un peu perdu ces dernières saisons. Là, il a été bon au pied, bon dans l'animation, bon aussi au plaquage. Il a notamment fait un plaquage offensif qui m'a un peu marqué. Franchement, très bon match de Colli. Et enfin, le dernier top, c'est forcément Gaël Dréan qui était juste en feu. Parce que franchement, il marque 3 essais, mais c'est pas 3 essais où il a juste à faire 2 mètres et il aplatit. Il se les fait tout seul. Tout seul, peut-être pas, mais en tout cas, il est hyper incisif, hyper tranchant. Et donc forcément, ça fait que pour les défenses de Bayonne, c'était compliqué à plaquer. Il aurait pu même mettre un 4ème essai si l'arbitre avait été moins tatillon sur la passe de Sanzel. En flop, je vais rester du coup sur ce match avec Manu Tulagi. C'est son premier mauvais match avec Bayonne, c'est pas grave, mais là j'ai trouvé qu'il n'avait pas l'impact qu'il a eu sur les premières rencontres qu'il a fait avec le club basque, et il a fait pas mal d'en avant, ou pas mal de petites conneries qui ont fait que Bayonne ne pouvait pas trop enchaîner. Deuxième flop, c'est Fakatika. Tout simplement parce que c'est un geste inutile après le coup de sifflet de l'arbitre, et c'est ce qui fait que Perpignan commence à régresser en mêlée juste après ça, parce qu'ils étaient un de moins. Et enfin, le dernier flop, c'est Codorsal, le talonneur de l'UBB, qui a été, comme toute son équipe en première mi-temps, juste hyper mou. Il fait notamment beaucoup de passes pivot, c'est-à-dire qu'il prenait le ballon arrêté, il faisait une passe pour le 10, et en gros c'est démerde-toi, parce que l'UBB faisait que ça en première mi-temps face à une défense de Vannes qui était solide. Et en touche, bah, la touche de l'UBB était cata. Au niveau du classement, on a donc Toulouse-Bordeaux toujours premier, il n'y a pas de souci. On a un top 6 qui se dessine, certes c'est hyper serré, mais je pense que si les équipes ne déconnent pas, ça peut être un top 6 qui va ressembler à ça en fin de saison. Et derrière, bah, le Stade Français reprend un petit peu des couleurs avec sa victoire bonifiée. Par contre, grosse inquiétude pour Pau et Lyon. Au niveau des pronos, on a d'abord le Racing qui reçoit le Stade Toulousain. Et même si Toulouse ne va pas faire jouer tous ses internationaux, eh ben je les vois gagner en Ile-de-France. Clermont-Castres, Clermont m'a plutôt surpris à Lyon. Et Castres, à la fois j'aime beaucoup cette équipe, donc c'est très compliqué pour moi. Je vais dire Clermont, mais d'une courte tête. Pau-Lyon, là c'est vraiment le match à ne pas perdre pour les deux équipes. Il faut que les deux équipes gagnent. Et je pense que la section à domicile va essayer de se reprendre parce qu'il reste sur 2 défaites d'affilée à domicile. La Rochelle-Vannes, malheureusement pour les Bretons, je pense que La Rochelle va un petit peu dérouler. Bordeaux-Bègles-Montpellier, ça va être un match accroché parce que Montpellier revient bien et Bordeaux-Bègles va avoir encore quelques absents dus aux internationaux. Donc je vais dire Bordeaux, mais de pas beaucoup. Perpignan-Toulon, là je vais dire plutôt Perpignan, même si Toulon est sur une bonne série. Et enfin, le Bayonne-Stade Français, je vais dire Bayonne à domicile. Enfin, bref, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, m'écrire un commentaire et laisser un like. C'est des petits gestes qui m'aident grandement. Bref, c'était Bourrichon. Ciao, ciao.